Les 7 et 8 janvier dernier avait lieu un colloque à la Sorbonne contre la pensée woke. Mais la pensée woke, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, pour tout vous dire, personne ne se réclame du wokisme en France. Ce terme, importé des USA par les partisans de Trump, cherche à disqualifier à la fois les féministes, les antiracistes, les pédagogues, les chercheuses et chercheurs en sciences sociales. Ah, qu'est-ce que l'idéologie ? C'est une croyance devenue folle à laquelle adhèrent des millions de personnes. C'est qu'une gigantesque épidémie, une religion envahissante. L'idéologie peut prendre 1000 formes. Socialisme, communisme, antifascisme, antiracisme, wokisme. Un terme si flou et si peu défini qui permet d'englober tout cela dans un vocable qui permettra la connivence de ceux qui veulent se situer dans le camp des réactionnaires du « c'était mieux avant », tout en dénonçant sans aucun complexe le progressisme. Lors de ce colloque, Dania Tchalik, bien connue des réseaux sociaux puisqu'il y intervient régulièrement, nous a proposé un sujet en lien avec le thème de la chaîne, en proposant une analyse du wokisme avant le wokisme dans l'enseignement musical. Eh bien, ce que nous nous proposons de faire, c'est d'étudier la qualité du discours de M. Tchalik, point par point. Vous retrouverez en description l'ensemble des sources de ce Pecdemus débat. Voici notre compteur de sophisme et de paralogisme. Mais pour cet épisode un peu spécial, nous allons rajouter un bullshitomètre. Je vais passer la parole à présent à Dania Tchalik, qui est pianiste, professeure d'écriture musicale et d'harmonie au Conservatoire de Strasbourg et à la Haute École des Arts du Rhin. En parallèle, il a publié ces 10 dernières années, notamment sur Mes Études, le site de Catherine Kinsler, des articles consacrés aux évolutions de l'enseignement musical spécialisé dispensé dans les conservatoires français, et plus particulièrement aux dérives liées à la crise de l'enseignement et des politiques culturelles à l'œuvre depuis bientôt un demi-siècle. Ces réflexions s'appuient sur son expérience de musicien, mais aussi sur son parcours personnel, car il est né en URSS et y a débuté sa formation. Dania Tchalik va donc nous parler du wokisme avant le wokisme. Alors, on va faire donc un petit détour pour mieux revenir au sujet, car à première vue, les polémiques qui se multiplient ces derniers mois à l'étranger dans le domaine de la musique ne semblent affecter la France que de façon marginale. Mais pourtant, les affaires qui se multiplient ces derniers temps et qui ont été relatées par la presse, je pense en particulier au recours au cabinet privé EGAE pour lutter contre les violences sexuelles au Conservatoire de Paris, ou alors les projets de programmation dite inclusive à l'opéra, montrent que les revendications identitaires d'origine anglo-saxonne sont bel et bien en voie d'activation. À défaut de définir le terme wokisme ou la notion de revendication identitaire, M. Tchalik nous donne une définition en creux, en nous donnant des exemples, le travail des GAE au CNSM et les projets de programmation dite inclusive à l'opéra. Sans revenir en détail sur ces deux affaires, signalons tout de même que le cabinet EGAE a été chargé d'une enquête au CNSM l'an dernier, très critiquée à droite et à l'extrême droite. Cette enquête a permis l'ouverture d'une enquête préliminaire en avril dernier pour agression sexuelle sur mineurs contre un prof du CNSM. Selon Mediapart, une 50aine de témoignages avaient été recueillis lors de l'enquête en interne, dénonçant des attouchements sur de nombreux élèves. Suspendu, le prof en question a attaqué la décision conservatoire auprès du tribunal administratif,
Dans l'ordonnance de justice, le tribunal considère que l'utilisation de propos inadaptés et qu'une attitude inappropriée de Jérôme Pernoud durant ses cours peuvent être regardées comme établies, c'est-à-dire le recours à des surnoms, des phrases à connotation sexuelle, notamment sous forme de contrepétriers, et des contacts physiques réguliers qui incluent des bises et des accolades fréquentes. Des griefs qui peuvent être considérés comme graves, juge le tribunal administratif, en raison des fonctions d'enseignant du prof en question et de sa position de musicien renommé face à un public encore jeune et influençable, même s'il dit que les sanctions contre le prof en question lui paraissent disproportionnées. Le tribunal administratif reste saisi de l'enquête au fond de Jérôme Pernoud et devrait statuer d'ici 1 an. Et le parquet de Paris a confirmé qu'une enquête préliminaire menée par la brigade de protection des mineurs avait été ouverte en avril pour agression sexuelle sur mineurs. Comment M. Tchalik peut-il voir dans cela une revendication identitaire, une offensive woke d'une communauté? De quelle communauté s'agit-il? Celle des victimes d'agressions sexuelles? Est-ce parce que le cabinet qui a réalisé le premier audit au CNSM est dirigé par Caroline Dehaas et que cette militante féministe fait horreur à certains? Nous sommes en face de l'établissement d'une connivence avec une salle acquise d'avance, avec laquelle il n'est pas utile d'opposer le moindre argument. Une salle qui ressemble plus à celle d'un meeting que celle d'un colloque universitaire. Peu importe que le parquet ait ouvert une enquête pour agression sexuelle. Peu importe les dizaines de témoignages rapportés par Mediapart. Peu importe l'ordonnance du tribunal administratif sur la réalité établie de comportements graves. En l'absence d'arguments et même d'articulation logique dans le discours de M. Tchalik, on ne peut que lui attribuer un nouveau point bullshit. Bon. M. Tchalik évoque également l'opéra et probablement le rapport rédigé par la secrétaire générale du Défenseur des droits, Constance Rivière, et par l'historien Papendiaï. Ce rapport, dont vous trouverez le lien en description, propose une série de mesures partant du constat que l'opéra utilise encore des stéréotypes racistes issus d'un temps où la colonisation et son cortège de racisme justificateur faisaient loi. Il propose des mesures face à ce qui constitue une exclusion de fait des minorités racisées, que ce soit chez les danseurs ou danseuses ou au niveau de la mise en scène. Citation du rapport. L'explication tiendrait en partie à l'image de la danse classique dans la société en général, perçue comme élitiste et aristocratique, image redoublée par son aspect blanc, critère parmi d'autres d'une homogénéité qui serait consubstantielle au ballet et qui rendrait malaisée une appropriation de la danse classique pour les enfants non blancs. Si personne ne me ressemble dans cette école, c'est donc qu'elle n'est pas faite pour moi. Monsieur Tchalik opère un renversement malhonnête, un sophisme. Ainsi, l'invisibilisation des personnes racisées, celle des femmes metteurs en scène, les insultes racistes, ne constituerait pas une revendication identitaire comme il l'appelle. Non, juste une normalité ancienne qu'il serait sans doute affreusement woke de questionner. Ainsi opérée, cette manipulation fait fi des études statistiques qui font consensus. À moins que M. Tchalik ne se lance dans une remise en question des chiffres, des nombreuses études qui existent sur le sujet, et prouve que l'ensemble des chercheurs qui ont démontré l'existence de discrimination dans la société se sont trompés. Il faudrait alors démonter également les chiffres du gouvernement, du défenseur des droits, du rapport annuel de la Commission exécutive des droits de l'homme, et j'en passe. Sa présentation, volontairement tronquée, est donc fallacieuse. Plus précisément, elles viennent se greffer sur un processus de déconstruction mené de longue date au sein même des politiques culturelles françaises. Monsieur Tchalik explique à son auditoire que l'arrivée de la gauche gouvernementale en 1981 a marqué le début des politiques qu'il appelle de déconstruction. Déconstruction de quoi exactement, on ne sait pas très bien. Bon. Mais il omet de dire que la droite est revenue aux affaires en mars 86, puis 95, 97, 2002, puis 2007 avec Sarkozy, sans que ne soit pris un tournant différent au contraire. Puisque M. Tchalik voit dans ce qu'il nomme confusément le wokisme ou les revendications identitaires une prolongation des politiques culturelles menées depuis 81, on peut en déduire que pour lui, l'ensemble des gouvernements depuis 81 favorisent l'émergence du wokisme. En mai 81, l'arrivée de Jack Lang, rue de Valois, et donc le passage de la France de l'ombre à la lumière, annonce un nouvel âge d'or de la culture française, mais cette manne financière ne va pas sans contrepartie. L'augmentation du budget de la culture est vue ici comme une bonne chose, mais qui aurait eu des contreparties. Parler de contrepartie ici laisse croire à une sorte de chantage. C'est un sophisme. L'argent public est toujours versé pour remplir une mission et son usage doit être contrôlé au regard du mandat et des politiques mises en œuvre par les collectivités. Il y a donc toujours des contreparties et heureusement. L'emblématique slogan « Tous artistes » peut être rétrospectivement vu comme un manifeste du relativisme culturel et par là même d'idéologie inclusive avant l'heure.
Manifestement, à ce colloque, on préfère l'exclusion à l'inclusion. En gros, on choisit d'exclure quelqu'un socialement et on fait comme s'il n'existe pas pour le rendre ouf. C'est très très drôle comme jeu. Mais jamais on ne se donne la peine de justifier l'exclusion ou d'en déterminer les contours et les fondements. Qui devrait être exclu de la pratique artistique? Selon quels critères? Quelles sont les musiques qui mériteraient d'être valorisées et financées? Et quelles sont celles qui devraient être exclues ou reléguées? Et comment interdire ou exclure celles et ceux qui ne le mériteraient pas? Dania Tchalik reprend ainsi, sans le citer, les thèses d'Alain Finkielkraut dans son essai La défaite de la pensée, paru chez Gallimard en 87. Là encore, le flou, savamment entretenu, et les sous-entendus tiennent lieu de méthode pour entretenir la connivence, en se gardant bien de rentrer dans le moindre détail, afin que chaque réactionnaire et chaque censeur puisse y mettre l'objet de sa détestation personnelle. Là encore, la Sorbonne se confond avec le café du commerce, et ce qui est servi à l'auditoire fait montre d'une bien piètre exigence intellectuelle. Contrairement à ce qui prévalait sous Malraux, l'intention n'est plus d'élever le niveau culturel de la population, ce qui reviendrait à lui infliger une violence symbolique, mais bien d'accueillir l'expression artistique de l'individu telle qu'elle est. L'action publique devient alors communication de masse en vue de la consommation et de la socialisation en priorité. La fête de la musique est bien sûr l'emblème de cette révolution culturelle à visage humain. Ainsi donc, un grand relativisme aurait été à l'œuvre, plaçant au même niveau toute forme d'expression artistique, là où les réactionnaires aiment y voir de la hiérarchie et du classement, sans que jamais les critères de classement ne soient explicités, mais dans lequel leur propre culture, la seule qui est de valeur à leurs yeux, est placée comme la grande culture, la grande musique. Et peu importe si c'est également la culture d'un groupe social particulier, strictement masculin, européen et bourgeois. Cette pensée réactionnaire, c'est ce qu'on appelle le suprémacisme. Et comme tous les suprémacismes, il est servi par ceux qui veulent s'identifier à un groupe dominant, qu'ils en soient issus ou qu'ils aspirent à en faire partie. En créant ces frontières entre populaires et savants, en fait, on crée surtout des frontières entre les gens qui écoutent ces musiques. Et c'est pour ça qu'on va avoir les érudits snobs qui vont nous dire que le rap n'est pas de la musique. Bien qu'émanant d'une minorité agissante peu représentative du monde musical. Nous tenons à remercier M. Tchalik pour l'étude aussi personnelle qu'inédite qu'il nous fournit. Bon, en même temps, l'introducteur du débat nous avait prévenu. Ainsi, dans le monde de la musique, les affreux woke sont une minorité agissante. Étude réalisée au doigt mouillé auprès d'une personne représentative d'elle-même. Comme dirait un grand penseur de ce courant, Moi, je ne vois que ce que je crois. Cette idéologie constitue dès lors un leitmotiv du discours institutionnel de l'État culturel tel qu'il a été défini à l'heure de son apogée, autour de 1990, par Marc Fumagalli et Michel Schneider. Je m'appuierai ici sur le dernier numéro décembre 2021 de La Lettre musicien, qui est un titre qui fait référence dans la profession. Et ce numéro, comme vous le voyez, est consacré à la diversité. Il contient, entre autres, un entretien avec le sociologue Bernard Lehmann, qui est un exemple, vraiment un must de la vulgate bourdieusienne fossilisée. Et d'autre part, donc cette revue contient également un article du compositeur Fabien Lévy, dont la version longue que vous voyez ici a été publiée dans la revue allemande Neue Musikzeitung en avril 2021. Si vous lisez le début, vous voyez tout de suite que c'est un manifeste woke, oui. Mais il s'inscrit également dans la continuité de la vague de déconstruction précédente. bon, on ne va pas revenir sur la détestation du travail de Bourdieu par M. Tchalik. On ne voit pas très bien comment il pourrait en être autrement. Par contre, nous avons découvert grâce à lui le texte de Fabien Lévy, passionnant, que nous vous invitons à lire et dont le lien est en description. Comme nous sommes toujours à la recherche d'une définition du wokisme, jetons-nous donc sur ce premier paragraphe qui doit nous permettre, selon M. Tchalik, de prendre la mesure de ce qu'est un manifeste woke. En tant que public et contribuable, il nous semble normal que les institutions subventionnées de diffusion artistique, telles que les théâtres, les compagnies de danse ou les musées, cherchent à se différencier les unes des autres par des répertoires et des pratiques propres. Il nous paraît normal que leur mission, notamment parce qu'elles reçoivent de l'argent public, soit d'enrichir l'horizon culturel de leur public et de questionner pleinement leur époque et les normes, en s'appropriant par exemple les problématiques politiques présentes et futures. Il nous semble normal que certaines performances utilisent la vidéo et l'ordinateur sans que celles-ci soient qualifiées de nouvelles technologies, à l'heure où chacun possède un téléphone portable et un ordinateur. Il nous paraît normal, à l'heure d'un monde globalisé, que les productions artistiques s'ouvrent à d'autres pays, à d'autres continents, à d'autres cultures, à d'autres traditions et d'autres altermodernités.
Idem en littérature, il nous paraît normal qu'une certaine mixité sociale, ethnique, genrée y soit présente à l'image de notre société. Il nous semble normal que, dans le cadre de leur mission publique, ces institutions fassent avancer l'art et la culture, qu'elles cherchent à la fois à défendre le répertoire établi, à découvrir de nouveaux artistes et à redécouvrir de nouveaux patrimoines culturels d'époque et d'origines géographiques différents. Un domaine échappe pourtant à cette logique, la musique. Bon. Le problème avec le discours de M. Tchalik, c'est que les affirmations sont assénées sans qu'il n'y ait à aucun moment la nécessité de justifier ses propos ou de renvoyer à des travaux scientifiques. On ne saura donc pas exactement ce que voulait dire M. Tchalik et quels sont les éléments qui permettraient de voir ici un manifeste woke. Dans le rappel que les institutions culturelles reçoivent de l'argent public, dans l'existence rappelée d'autres continents, dans l'existence de minorités visibles, dans celle du genre féminin, mystère. En tout cas, ça a l'air de plaire à son auditoire, même si nous, on ne peut pas s'empêcher de trouver tout cela plus que léger et inconsistant. Alors, pour imposer durablement ce relativisme, le pouvoir a notamment pris soin de transformer la formation des musiciens, c'est un point très important, jusque dans sa nature et ses missions. Il y promeut un discours ouvertement antirationnel et anti-intellectualiste, dont voici quelques traits saillants. Les savoirs scolaires sont considérés comme morts. Exemple, les cours de solfège, d'ailleurs il ne faut plus dire solfège mais formation musicale, ce qui est une tautologie, et d'harmonie déformeraient l'oreille des enfants et les empêcheraient d'aimer la musique du temps présent et de ceux à venir. Donc un refus du passé. Le procédé est vieux comme la mauvaise foi. Il s'appelle la technique de l'homme de paille. C'est simple. On explique soi-même les idées de ses adversaires pour mieux les caricaturer, les déformer, les inventer si besoin. Puis, on se drape dans la posture du pourfendeur des idées absurdes qu'on vient d'inventer en prenant son auditoire à témoin. On ne sait pas d'où M. Tchalik sort tout cela. On ne sait pas comment il fait pour appuyer son affirmation que le pouvoir ferait la promotion de l'irrationalité et de l'anti-intellectualisme. On a cherché, on n'a pas trouvé ce qui pourrait démontrer que ce que dit là M. Tchalik n'est pas juste n'importe quoi. Mais face à un auditoire qui n'y connaît rien, qui a des sympathies pour le passé et de nombreuses inquiétudes pour le présent, ça passe. On a trouvé par contre le schéma national d'orientation pédagogique, musique, texte cadre du ministère de la Culture pour nos professions. Extrait de l'intro. Les publics, spectateurs ou praticiens se trouvent ainsi imprégnés par les formes émergentes, interdisciplinarité, brassage multiple, nouveaux modes de transmission, supports enregistrés et manifestations hors du spectacle traditionnel. Pour autant, les formes traditionnelles du spectacle vivant gardent leur sens et se renouvellent. Les œuvres du passé, en plus de leur qualité intrinsèque, jouent un rôle d'ancrage historique et constituent une source d'inspiration. Elles ont donc toujours et nécessairement leur actualité. Deuxième point, le conservatoire est accusé d'être coupé de la société. Je cite Fabien Lévy, un cocon de cours spécialisés et d'étudiants honteux travaillant sans relâche leurs traits dans une atmosphère atemporelle. Alors, encore une fois, ça montre le lien entre la déconstruction des années 80 et celle d'aujourd'hui. Fabien Lévy est compositeur et enseignant, pas ministre de la Culture. Il écrit un texte qui, contrairement à ce qu'on entend là, et qu'on soit d'accord ou pas, est construit et documenté. Extrait. La musique classique et romantique européenne que nous chérissons fut en son temps moderne. Sa prétention universelle était celle de son époque. Un monde occidental, certes eurocentré, phallocrate et colonialiste, si ce n'est raciste, mais utopique, résultat d'expérimentations audacieuses et d'expériences diverses. Le monde a changé. Par fidélité, en un sens, à cette musique, il est temps que les institutions d'enseignement, de production et de programmation changent radicalement et s'adaptent à notre époque. Construisons un monde musical moins centré, sans renier le patrimoine, s'intéressant activement à des expériences nouvelles et à des horizons historiques, géographiques et genrés plus diversifiés, se posant des questions critiques et surtout portées sur son futur. Je vous rappelle que M. Tchalik s'était fait fort de nous démontrer comment le pouvoir avait pris soin de dénaturer la formation des musiciens par un discours ouvertement anti-rationnel et anti-intellectuel. La méthode consistant à extraire un morceau de texte d'un compositeur pour en conclure que, encore une fois, ça montre le lien entre la déconstruction des années 80 et celle d'aujourd'hui, vaut à M. Tchalik un nouveau point bullshit. Il faut au contraire qu'il devienne une ruche, je cite un directeur de conservatoire bien dans le vent, ou alors plus récemment, d'autres directeurs de conservatoires parlent de plateformes Airbnb ou de tiers-lieux. Bien sûr, toutes ces personnalités de gauche se réfèrent à un modèle politiquement et socialement très orienté.
Car ça y est, mes amis, la gauche est de retour. Camarades, on y est, les chars russes vont envahir Paris et venir nous libérer du joug de l'oppresseur capitaliste. La dictature du prolétariat arrive, on va pouvoir foutre Bernard Arnault en slip, transformer CNews en colcose, obliger Pascal Praud à travailler la terre au lieu de produire du lisier tous les jours. Ça y est, le fascisme des Zemmour, Dupont-Aignan, Ciotti et autres apprentis Goebbels s'est terrassé. Ça y est, Dédé, on va pouvoir aller bouffer des petits fours à l'Elysée. Bon, je sais que voilà, vous m'avez pas attendu pour vous gaver, bien évidemment. Là, vous pourrez avoir le cholestérol cohérent, Dédé. Ça y est, mes amis, quel bonheur. Outre le fait que M. Tchalik nous donne des exemples partiels et peu pertinents du point de vue même de sa propre volonté pseudo-démonstrative, ce qu'il reproche à ses directeurs, dont on ne sait rien, c'est d'être de gauche. Étant inexistant sur la formulation d'une critique argumentée, il attaque les personnes en les dénonçant comme étant de gauche, établissant une énième connivence avec une salle très à droite et s'exonérant de toute démonstration. Un procédé rhétorique fallacieux qui offre à M. Tchalik un nouveau citron moisi. Pour y parvenir, il faut gommer la hiérarchie entre le professeur personne ressource, je cite, dont l'identité professionnelle doit être soigneusement déconstruite grâce aux sciences de l'éducation. Outre que M. Tchalik aurait pu relire son texte et se dire que pour gommer un truc aussi important à ses yeux que la hiérarchie entre deux éléments, il faut deux éléments. Là, on n'en a qu'un, le professeur, lui quoi. Comme plus tôt, quand M. Tchalik nous faisait remarquer que la pseudo-déconstruction s'abattait d'abord, et c'était très important pour lui, sur la formation des musiciens, M. Tchalik nous exprime ses angoisses quant à la perte de son statut hiérarchique. À cause de ces satanées sciences de l'éducation, on devrait maintenant réfléchir, interroger sa pédagogie, interroger sa formation initiale, prendre en compte l'élève et son projet, sa culture et ses motivations, sans se contenter de l'expression naturelle d'une autorité issue d'un statut dominant de prof. Dominant sur quoi ? Sur les élèves, pardi, grands absents du discours de M. Tchalik. L'angoisse palpable est bien là, c'est un discours de peur qui oscille de façon irrationnelle entre l'affirmation fantaisiste que le camp de la réaction est très majoritaire dans la profession et qu'en même temps, ces réactions cernées de toutes parts par les progressistes qui sont partout, dans les sphères du pouvoir, dans les directions, dans les sciences de l'éducation, dans la lettre du musicien, à l'opéra, au CNSM, une sorte de peur d'un grand remplacement des idées surannées et des pratiques appartenant de plus en plus à un autre temps. Nous, on est sincèrement désolés pour lui. Enseigner ainsi en se sentant assiégé par d'horribles woke, des féministes, des noirs et des arabes qui réclament la fin de leur invisibilité, des enfants des classes populaires dont les conservatoires cherchent l'inclusion, des musiques nouvelles, des cabinets privés qui enquêtent sur les agressions sexuelles, ça doit être terriblement angoissant. Là, c'est pour le tiers-lieu. Donc, c'est un article de la lettre du musicien qui montre que c'est une expression très à la mode et qui véhicule une idéologie. Et alors là, on voit le lien entre les sciences de l'éducation et la dérive woke, c'est-à-dire que vous avez devant vous une formatrice de formateur de formatrice, je cite, qui, au lieu qui est originellement professeur de formation musicale, ou plutôt de déformation, vous allez voir, parce que le travail, au lieu d'apprendre les enfants à chanter, travailler les intervalles, travailler leur oreille, apprendre à lire, etc., leur fait réaliser, c'est eux qui réalisent, une histoire de la musique, plutôt une chronologie identitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a que des femmes dans cette frise chronologique. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et donc en voici le résultat. D'abord, une critique à nous-mêmes. L'image montrée ici par M. Tchalik est issue d'une de nos vidéos intitulée « Où sont les femmes ?» et dont nous vous invitons à prendre connaissance si ce n'est déjà fait. La légende est maladroite. Formatrice de formateurs et de formatrices est une formule déséquilibrée que nous n'utiliserions plus. Nous préférons l'écriture inclusive qui offre la possibilité de ne plus mettre le genre féminin entre parenthèses. Pour autant, M. Tchalik se moque d'une citation tronquée. Bon. M. Tchalik s'attaque nominalement à cette enseignante, proclamant publiquement que celle-ci ne fait pas son travail, qu'elle le fait mal, qu'elle le fait à l'inverse de ce qu'il faudrait. Outre son apparente méconnaissance tant du projet d'établissement dans lequel travaille notre collègue que du référentiel DE ou du SNOP, M. Tchalik se permet un jugement dépréciatif de cette enseignante et de son travail. Pour cette nouvelle attaque ad hominem, M. Tchalik gagne encore un citron moisi, particulièrement odorant. Il va pouvoir faire de la compote.
Et que dire de sa dénonciation d'une démarche soi-disant identitaire qui aurait pour odieuse volonté de sortir de l'invisibilisation un peu plus de la moitié de l'humanité? Que c'est un gros bullshit? Cette frise chronologique, encore présente dans de nombreuses salles de formation musicale des conservatoires et écoles de musique, ne présente aucune femme. Les femmes sont totalement absentes. Ah, si, il y a la Joconde, la seule femme présente dans l'histoire de la musique occidentale, c'est une femme peinte par un homme. Je parle de ma bite. Ouais. Ma bite. Elle, c'est ma bite. Je la porte comme un étendard quand je fais des courses chez Casto. Je l'aime. C'est ma bite. Je fais des combats de regard et me frotte dans le métro. Ma bite. J'ai une grosse voiture. Ma bite. Et des clés à la ceinture. Et je gagne 20% de plus qu'une meuf. Sa bite. Et elle est trop stylée. Sa bite. Une vraie arme à dominer. Vous pouvez toujours croire ce qu'il y a dans les livres d'histoire. Rome s'est construite à coups de bite. Vous pensiez que je le dirais pas, mais je l'ai dit. La tour Eiffel, ça ressemble à une bite. Et la place de la Bastille, ça ressemble à une bite aussi. Les plus grands gouvernements sont surtout composés de glands. Les salaires, les harcèlements, les papas qui trompent les mamans. Et puis par-dessus tout, le plaisir de pisser debout. Pour rien au monde, je deviendrai une meuf. La politique, le business, le sport, les trucs mignons, pour les meufs, Poutine, la publicité, les intégristes, et les zizis. Ma bite. Plusieurs millions d'années, domination masculine. Le Big Bang s'est fait à coup de ping. Elle, c'est Macha. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais une chanson sur Macha. Ça va pas, non? Malade. Bah vous faites bien une chanson sur votre bite, tu vois pas pourquoi moi je pourrais pas. Parce que t'es... C'est vulgaire. T'es vulgaire. Oui, je me retrouve. Voilà. Bien sûr, de ce pédagogisme découle un sociologisme. Il se décline en deux versants. Le versant compassionnel. On justifie la baisse d'exigence des contenus enseignés par la nécessité de répondre à une supposée demande sociale en faveur d'une pratique de loisir. De ce fait, on découpe les publics en tranches selon une logique déjà de type communautaire. Version accusateur, cette fois. La musique classique est par essence une musique de riches, de vieux, aujourd'hui on ajouterait de mâles blancs, intimidante pour les classes populaires et les minorités. Bref, une pure construction sociale qui, pour être acceptée, doit se renier en étant par exemple revisitée par un geste contemporain ou par les musiques dites actuelles, ce qui ferait penser que la musique classique ne le serait pas. Après la doxa anti-élitiste et l'injonction de l'utilité sociale, on assigne à l'art une mission politique. Il ne s'agit pas seulement de créer dans sa tour d'ivoire, mais, je cite, de lutter contre l'extrême droite, Fabien Lévy, ou de transmettre une attitude. Là, on est en plein dans l'idéologie totalitaire, une manière d'être artiste aujourd'hui. Pour distinguer l'art politique de celui qui ne le serait pas, vaste problème, on installe un nouvel académisme subversif qui met en scène deux oppositions, l'artisanat versus la spontanéité du geste, qui n'est que le résultat d'un long travail, bien sûr, mais il ne faut pas le dire. Et le patrimoine dit réactionnaire, on désigne par là la tradition musicale post-1750, en particulier celle du XIXe siècle et ses multiples prolongements, versus la création, si possible, expérimentale. Alors, je n'ai rien contre l'expérimentation, bien sûr, mais il ne faudrait pas qu'elle devienne une fin en soi et non plus un moyen au service d'un discours expressif. La réduction arbitraire d'une esthétique donnée, quelle qu'elle soit, à une étiquette politique permet alors, dans un second temps, un autre mécanisme, cette fois typiquement woke, c'est-à-dire la réduction de l'œuvre d'art à la biographie de son auteur. L'examen des qualités intrinsèques de l'œuvre, encore une fois, quelle qu'en soit l'esthétique, passe alors par pertes et profits. Il est remplacé par une culture de la dénonciation. On ne sait pas très bien d'où sortent les affirmations de M. Tchalik. Elles ne sont pas sourcées, et pour cause.
Elles sont un mélange indigeste de textes glanés ici ou là, de sa vision fantasmatique de ce que l'extrême droite appelle les pédagogistes, et de vagues sentiments de frustration et de peur face à l'évolution du monde musical, peut-être même du monde tout court. Évolution qu'il se garde bien de décrire précisément, ce qui lui permet d'opérer un enfumage de son auditoire qui pense peut-être avoir en face de lui le résultat d'une expertise opérante de la situation dont le rapporteur aurait juste omis volontairement toute référence à des textes ou à des études afin d'alléger le propos. La manipulation rhétorique consiste ici à mettre au même niveau explicatif des éléments qui n'ont aucun rapport entre eux, qui ne se situent pas sur un même plan, d'où l'impossibilité pour l'auditeur de savoir si M. Tchalik est en train de décrire des politiques publiques ou bien un courant idéologique dans le monde de la musique dont évidemment il ne précise ni l'influence ni la portée, même pas les représentants, ou bien encore une synthèse de ses propres sentiments, pour le moins subjectifs, d'une situation dont il autoproclame décrire la réalité. Ce procédé s'appelle le confusionnisme. Qu'un artiste proclame qu'il s'inscrit dans la bataille contre l'extrême droite ne dit rien d'autre que ce que l'artiste en question dit dans sa pleine liberté créatrice. Ça n'en fait pas le représentant d'une idéologie totalitaire, plutôt l'inverse, hein, et ça n'oblige personne à faire de même. Bon. Qu'on cherche à ce que l'argent public versé dans l'enseignement musical serve à une frange plus large de citoyens et non aux couches sociales déjà favorisées, n'en fait pas une politique qui découpe les publics selon une logique communautaire, je cite. Quand il dénonce la réduction d'une esthétique musicale à une étiquette politique, là, il devient difficile de critiquer sans tomber dans une forme de psychologisation peu compatible avec l'esprit de la chaîne. Mais M. Tchalik ne s'arrête pas là. Il invente aussi des concepts originaux qu'il prête à ses adversaires selon la bonne grosse ficelle de l'homme de paille. Le répertoire réactionnaire, je cite, post-1750. Le versant compassionnel du sociologisme, issu du pédagogisme, je cite encore. La musique classique, qui serait une musique par essence de vieux, de riches, de mâles blancs, je cite toujours. Puis il invente des menaces. On assignerait à l'art une mission politique. Qui? Comment? Politique dans quel sens? Pourquoi? On ne sait pas. Et le seul justificatif à ce on mystérieux et riche de menaces potentielles sur nos libertés, eh bien, M. Tchalik cite un compositeur qui est bien libre de s'engager s'il le souhaite et même de défendre l'idée d'engagement de l'artiste dans la société. Mais voilà, l'exemple qu'il a sous les yeux est antifasciste et ça, manifestement, c'est mal. Bref, du coup, avec tout ça, notre bullshitomètre a explosé. C'est malin. Ironie de l'histoire. En URSS, on accusait les compositeurs de se livrer au galimatia musical, le fameux article de la Pravda, possiblement signé par Staline en personne, et un formalisme musical bourgeois et réactionnaire, alors que dans la France, dans les années 80-90, avec des conséquences bien moins dramatiques, bien sûr, cependant, ceux qui utilisaient un langage basé sur l'alternance tension-détente ou une pulsation rythmique perceptible étaient taxés de nostalgie, voire de pétainisme. À quelques décennies d'intervalle, un même procès en réaction vient frapper des objets esthétiques pourtant diamétralement opposés, ce qui montre l'inanité donc de la réduction de l'objet esthétique à une idéologie politique prise de façon systématique. Je masturbe, ouais. Combien de fois par semaine? Peut-être 3 ou 4 fois par semaine, parfois plus. Faut faire mieux que ça. Moi, par exemple, je me frotte le manche au moins 2 fois par jour. Waouh. Une fois le matin, après le sport, et puis une nouvelle fois juste après la pause du lunch. Vraiment? Écoute, j'ai plaisir à le faire, mais c'est pas la raison. Si je le fais, c'est par nécessité avant tout. Pense-y, ok? Certains deviennent complètement dingues. Hein? Si tu te branles, tu fais redescendre le sang du cerveau. Mais donc cette radicalité finit par se heurter au réel, inévitablement. L'écoute musicale ne peut évacuer le besoin de se référer à la mémoire et à des repères dans le temps musical et temps historique. Quant à ceux qui pensent que l'interprétation des œuvres du passé consiste simplement à lire les notes, alors qu'il s'agit bien davantage de lire entre les notes, ils ignorent sans doute la description faite par Proust de l'art de la Berma dans Le Côté de Guermantes. Je cite, « Autour de l'œuvre, une seconde œuvre vivifiée aussi par le génie ». Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse, de chagrin. Hein. Je vous jure, c'est pas bien. Rappelons aussi le propos de Ravel, dont
son esquisse autobiographique de 1928 avec la distinction entre la conscience et la sincérité de l'artiste. Je cite, « La seconde n'est d'aucun prix si la première ne l'aide pas à se manifester ». Sauf que même si tu galères à finir un boulot, même si tu as l'impression de ne pas avancer, de perdre confiance en toi, en tes qualités, de remettre toute ta vie professionnelle en question, il y aura toujours la masturbation. C'est un moyen très simple de te prouver que tu sais produire un truc super avec 3 fois rien en plus. Tu vois ce que je veux dire? Cette conscience exige que nous développions en nous le bon ouvrier. Mon objectif est donc la perfection technique. Non, les hommes ont essayé des années de trouver un moyen d'y arriver sans aucun succès. Et vous ne pensez pas que quelqu'un aurait pu finir par réussir? Non, j'ai suivi ce problème mieux que quiconque. Alors, la question se pose, comment en est-on venu à une telle banalisation de la pensée de système qui, les musiciens le savent, c'est l'ennemi juré. L'esprit de système, l'incompétence et le manque de sensibilité artistique. Bien sûr, on constate une certaine bureaucratisation de l'administration et des institutions de transmission du savoir où l'homme de métier a été remplacé peu à peu par l'énarque, puis par le manager. Pour tirer une conclusion à partir de données observées, il faut être capable de déterminer la taille réelle de l'échantillon, et donc le nombre d'occurrences où le phénomène ne s'est pas produit. Le problème de l'anecdote ou de l'expérience personnelle, c'est qu'elle ne permet pas de connaître l'ensemble du contexte sans lequel nous ne pouvons logiquement défendre aucune conclusion. De nombreux sophismes et biais cognitifs ont en commun une certaine négligence du contexte autour des faits, contexte sans lequel les faits perdent de leur sens. La généralisation abusive pose problème par un autre aspect. Elle est l'expression des effets des stéréotypes avec lesquels nous tentons, bon an mal an, de comprendre un monde infiniment complexe en l'appréhendant petit bout par petit bout et en oubliant les subtilités dont nous n'avons pas conscience. La généralisation abusive, c'est le préjugé en marche. Sans surprise, la démocratisation, entre beaucoup de guillemets, tant invoquée, a largement manqué sa cible, malgré les moyens mis en jeu. Eh bien, nous sommes d'accord avec Monsieur Tchalik. Oui, nous sommes d'accord, la démocratisation a largement manqué sa cible, même si, évidemment, Monsieur Tchalik ne l'étaye d'aucune étude, d'aucun chiffre, de rien. Mais pour cela, nous vous renvoyons vers le premier épisode de la chaîne Bec des Musiques. Et la persistance incantatoire du discours réformateur en est une preuve parmi d'autres. Mais à partir du moment où un contenu de vérité est réduit à un rapport de pouvoir, l'énonciation du discours est susceptible d'être assimilée à sa propre réalisation. On peut alors, comme Fabien Lévy, tenir un discours post-adornien sur la réification de l'œuvre d'art, la fétichisation de la musique du passé, et en même temps demander qu'on accepte que la passion de l'écoute attentive ne soit à nouveau réservée qu'à une élite, c'est-à-dire, je cite, une minorité quasi monomaniaque. On peut aussi approuver, comme le fait Bernard Lehmann, la discrimination positive et en même temps encore souhaiter que les musiciens issus de la diversité soient du même niveau que les autres, malgré toutes les mesures démagogiques prises pour les en empêcher. Déplorer les effets, chérir les causes. Finissons tout de même sur une note positive. Il n'est pas certain que les militants les plus enragés aillent jusqu'à mettre à exécution leur velléité de détruire la civilisation occidentale. L'utilisation de la peur est vieille comme le populisme et comme l'extrême droite. D'un point de vue neurologique, elle est essentiellement une activation de l'amygdale, ensemble de noyaux au niveau des lobes temporaux, qui induit un sentiment de danger. Elle peut ainsi entraîner une inhibition de la pensée et préparer l'individu à fuir ou à combattre. Une peur prolongée peut mener ainsi à une situation d'angoisse entraînant du stress. Il importe d'influencer ce que pensent les gens, avec cette menace sourde qui est d'autant plus inquiétante qu'elle est diffuse, relayée par de nombreux acteurs placés dans toutes les strates du monde musical, qu'elle est mal définie et d'autant plus inquiétante puisque les plus militants de ce wokisme maléfique rêveraient en secret de détruire la civilisation occidentale. Rien que ça. Un sociologue qui se respecte n'irait tout de même pas jusqu'à vandaliser lui-même les dorures de l'opéra. Et dans la société du spectacle, un compositeur souhaitant se montrer a tout intérêt à publier une tribune indignée accusant la musique classique et romantique avec son intolérable prétention à l'universalité d'être l'émanation d'un, je cite, monde eurocentré, phallocrate et colonialiste, si ce n'est raciste. Certaines hiérarchies sont tout de même bonnes à être conservées. Et l'abus du discours performatif révèle la véritable nature de ces postures, la stratégie de carrière et la reconnaissance par les pairs, d'autant plus impérative que les places deviennent chères en temps de crise.
Monsieur Tchalik nous offre pour sa conclusion un double sophisme, à la fois procès d'intention, accusant monsieur Fabien Lévy d'avoir écrit un texte pour se faire mousser, pour exister dans un monde musical dans lequel la concurrence serait rude, et en même temps une attaque ad personam assez moisie, comme toutes celles de son genre. L'acclimatation du wokisme se greffe alors, on peut le dire, peut être interprétée comme une ruse du management, c'est-à-dire détourner les revendications légitimes de la base, c'est-à-dire que les musiciens sont actuellement soumis à la crise et il y a énormément de précarité dans le milieu. Mais donc, il s'agit de détourner ces revendications et renouveler l'allégeance de la frange institutionnalisée du milieu. On constate donc qu'il s'agit d'une réplique, je parle du wokisme, d'une première vague de déconstruction qui vient réactiver le terreau multiculturaliste préexistant. Alors, que faire? On a parlé tout à l'heure, Charles Coutel a parlé tout à l'heure de s'émerveiller. Mais s'émerveiller suppose de comprendre. Parce que quand vous amenez, pour anticiper sur la table ronde suivante, quand vous amenez un élève, par exemple, ou toute personne non familiarisée avec l'art au musée, est-il capable de discerner immédiatement le chef-d'œuvre d'une œuvre quelconque? La réponse est évidente. Donc, veut-on véritablement transmettre les connaissances et la sensibilité artistique? Donc, la première chose à faire, c'est peut-être de rompre avec l'idéologie relativiste et que les pouvoirs publics prennent véritablement le taureau par les cornes et décident que, oui, l'art doit être transmis. Deuxième point, oui, et donc il faut réellement que le ministère devienne davantage celui de la culture que celui de la communication. Deuxième point, peut-être nous faut-il un nouveau Ferry. Je m'explique. Actuellement, l'organisation administrative du secteur musical est atomisée, éparpillée entre plusieurs ministères. Ministère de la Culture, bien sûr, pour tout ce qui est aide à la création, mais aussi fonction publique territoriale pour l'enseignement artistique spécialisé, et ça, c'est un gros problème. Et enfin, l'enseignement supérieur et la recherche. Et tout ça n'aide pas à poursuivre des politiques cohérentes. Donc, il faudrait rationaliser tout ça et peut-être avoir moins d'interlocuteurs. Et enfin, le problème de la pédagogie. Le wokisme rentre dans le milieu par les formations pédagogiques, alors que tout le monde sait que pour apprendre la musique, il faut des pédagogues qui pratiquent et des formateurs pédagogiques qui eux-mêmes aident, favorisent cette transmission au lieu de l'empêcher. Donc ça, c'est un point fondamental. Merci de votre attention. Bon, on ne va pas revenir sur l'apparente incohérence des propos de M. Tchalik, qui a décrit un monde de la musique apocalyptique et liberticide, et qui se contente de proposer des mesurettes pour éviter ce péril qui l'assaillerait pourtant de toutes parts. Pour nous, cette incohérence n'est qu'une conclusion logique à ce discours. Nous ne nous pencherons pas sur le CV des autres personnages présents à ce colloque, ne souhaitant pas opérer une décrédibilisation par association. Mais si ça vous intéresse, de nombreux liens en description vous permettront d'aller plus loin. Que retrouve-t-on dans ce discours? On y retrouve tous les éléments de la diffusion de bullshit. L'avis d'un expert autoproclamé, dont l'exposé est présenté avec l'argument d'autorité qu'il a une grande expérience, l'absence de structuration du discours, qui alterne évocation superficielle des politiques publiques et citations obscures rapportées servant à démontrer le propos, le tout dans un champ parsemé d'hommes de paille où M. Tchalik raconte peut-être sincèrement, laissons-lui le bénéfice du doute, une vision fantasmatique d'un monde de la musique imaginaire. Pour ce faire, il évite sources et documents à l'appui de ses propos hallucinants, préférant conter une histoire qu'il a écrite lui-même. Connivence nombreuse avec une salle manifestement soudée dans le rejet de l'inclusion, de la lutte pour le droit des femmes, des minorités. Tout ceci pour feindre de démontrer un postulat lui-même en mal de définition, puisque je vous le rappelle, le terme woke n'a toujours pas été défini. On sait que c'est mal, on sait que c'est dangereux, on sait que ça s'infiltre partout, mais on ne sait pas ce que c'est. Le wokisme, c'est le Yéti. Personne ne l'a vu, mais tout le monde en parle. Le déficit majeur ici est d'ordre épistémologique.
Comment se forger un avis? Comment étudier la validité de ses connaissances, de ses croyances? Comment valider la qualité d'un propos, d'une démonstration? Quand on part de la conclusion, on ne peut qu'ensuite s'évertuer à trouver ici ou là des éléments qui permettront de forger un millefeuille argumentatif dans lequel on trouvera pêle-mêle des citations non sourcées, des pseudo-analyses personnelles, des éléments marginaux qu'on brandira comme des symboles, l'évocation tronquée et fallacieuse de politiques publiques et d'authentiques mensonges à la pelle. On opérera volontairement ou non, toujours le bénéfice du doute, la confusion entre corrélation et causalité, et on évitera soigneusement d'évoquer l'ensemble des éléments qui pourraient être divergents avec la conclusion qu'on souhaite promouvoir, même si ces éléments sont infiniment plus robustes que ceux qu'on a utilisés. Le consensus scientifique sur les discriminations, la sociologie des conservatoires ou les études sur les pratiques culturelles étant d'un niveau épistémologique bien supérieur aux anecdotes que M. Tchalik ne se donne même pas la peine de contextualiser. Ce discours est faible, insuffisant, partisan, subjectif. On se demande franchement si cette conférence, vous avez entendu les guillemets, a une autre vocation que celle d'établir des connivences avec un public déjà acquis à la lutte contre le modernisme et le sens critique, contre l'égalité des droits et la démocratisation des pratiques musicales. Un public enclin à accompagner M. Tchalik dans ses délires suprémacistes mal définis. Les nombreux procédés fallacieux et les attaques aux personnes le rendent aussi particulièrement abject. Tout comme les nombreux clins d'œil aux franges les plus dures de la droite réactionnaire, les racistes, les phallocrates, les autoritaires. Manipulatoire également par sa volonté de faire croire à l'hégémonie de ce type de pensée réactionnaire dans le monde de la musique, comme si le peuple des musiciens et des enseignants se trouvait les victimes d'une machination woke ourdie par une minorité cosmopolite et mondialiste. La pensée réactionnaire connaît un certain succès en ce moment, comme on le constate malheureusement aujourd'hui avec l'essor d'une extrême droite décomplexée qui s'en réclame ouvertement. D'abord parce qu'ils partagent une expérience universelle d'angoisse face au progrès, une émotion qui peut parler à tout le monde et rassembler des gens qui n'ont rien en commun a priori. L'avenir est incertain, là où le passé est connu, surtout quand on le mythifie, qu'on ne s'embarrasse ni d'esprit critique ni de la véracité des faits. C'est ce rejet du temps qui passe qui fait croire aux réactionnaires qu'il peut arrêter le cours du temps. On n'arrête pas la marée en agitant les bras, dit un proverbe africain. L'humour utilisé dans cette vidéo pourrait nous être reproché et constituer un appel au ridicule. Nous assumons ce choix. La pensée réactionnaire n'est pas méprisable en soi, ce n'est pas la nôtre, mais nous ne la méprisons pas pour autant. Mais cette pensée est bien mal servie par autant de foutaise, de légèreté, de manipulation et d'attaques personnelles. Dans un texte d'Éric Sprogis publié en 2015, dont le lien est en description, vous vous en doutez bien, et intitulé « Les trucages de Dania Tchalik », l'auteur écrivait « Je ne conteste évidemment pas la liberté absolue de M. Tchalik de regretter, certes de manière quelque peu idéalisée, les conservatoires de musique tels qu'ils fonctionnaient il y a plusieurs décennies et de militer activement contre les changements pédagogiques qui s'y sont produits. C'est un point de vue réactionnaire, au sens strict du mot. Ce n'est pas une injure, c'est son droit de le défendre et de le promouvoir. Le problème est que la plupart des dénonciations qu'il profère s'appuient soit sur des erreurs, soit des citations tronquées, leur faisant dire ainsi le contraire de ce qu'il veut démontrer, voire de véritables entorses à la réalité. En effet, si ce qui est vérifiable s'avère douteux, si les références n'en sont pas, si l'utilisation des sources est sujette à caution, que reste-t-il de ces longs articles? Des opinions personnelles, assénées à l'abri de son écran et de son clavier d'ordinateur, sans qu'il soit possible de les confronter à d'autres, puisque non argumentées de manière fiable. Bon, finalement, depuis 2015, rien n'a changé.